Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Aujourd'hui, j'accueille Carole Lepicard, coach et thérapeute multidimensionnelle qui accompagne ses clientes à sortir de la souffrance pour faire l'expérience de la jouissance de la vie à tous les niveaux, sexuel, financier, pro et perso. Bonjour Carole et bienvenue dans cette émission. Bonjour Céline, je suis ravie d'être ici. Mais pareillement, j'allais le dire aussi, je suis ravie de pouvoir discuter avec toi et puis de te faire connaître à nos auditeurs et auditrices. Je te propose qu'on débute l'entretien. Et ce dont tu venais nous parler en particulier, c'est le consentement et le gaslighting. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ces concepts, si c'en est, sont liés à notre lien à la mère, au père et au transgénérationnel, comme tu l'as dit dans les coulisses? Le gaslighting, ça fait partie des grosses blessures en fait que j'ai mis mais beaucoup de temps à dénouer et à avoir justement. Nom d'un clito. Interview. Le gaslighting, c'est vraiment un schéma d'éducation où en fait quand l'enfant commence à dire euh, le parent, je vais te prendre un exemple, je pense que c'est vraiment le plus clair, un exemple qui m'est arrivé, où j'étais encore adulte, hein, enfin j'étais déjà adulte, et je me souviens, j'étais avec mon père, ma fille, et mon père dit à ma fille, de toute façon, ta mère, elle ne sait pas, elle ne sait pas prendre soin de moi, ou un truc dans le genre. Et alors que ma mère venait de décéder, que j'avais vraiment été là pour lui, etc. Et là, je suis arrivée, mais complètement abasourdie, en fait. Et 2 jours après, voilà, ça tourbine dans ma tête. Et 2 jours après, j'appelle mon père, je lui dis, mais voilà, tu peux m'expliquer ce que tu as voulu dire là quand tu as dit ça, parce que je comprends pas. Et là, tout de suite, je renvoie en fait le problème à toi. Ah non, c'est toi le problème. Et ça, c'est vraiment le principe du gaslighting. C'est moi, je ne me remets jamais en question. Dès que, si par exemple l'enfant, oui, essaie d'exprimer son point de vue à lui, ce n'est pas possible. Il n'y a jamais en fait de possibilité d'exprimer son soi. Et pire encore, le parent va dire à l'enfant comment il se sent. Si tu dis je me sens triste, c'est le parent va reprendre ça en disant ah bah voilà, bah moi je suis un mauvais père, blablabla, blablabla. Il y a pas, le parent n'entend pas l'état émotionnel de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant va du coup développer un don. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on va développer un don. On va s'ouvrir en fait, ouvrir le champ de conscience et on va du coup deviner en fait ce que le parent a besoin et on va le nourrir, on va lui faire plaisir. Ah oui, l'autre chose aussi du gaslighting, c'est que l'on va demander à Pierre, Paul ou Jacques de valider en fait que c'est moi qui ai raison. Mon père, voilà, me disait, bah oui, non, voilà, moi j'ai demandé à tes cousines m'ont dit que, bah non, j'étais un bon papa. Je confirme, bah oui, sauf que Pierre, Paul ou Jacques, ils étaient pas dans la maison en fait quand ça se passait. Et donc, bah à force en fait d'être nié comme ça va vraiment développer le doute de soi. Mais en fait, et tout d'un coup, tu commences à être dans la confusion totale de dire, bah ouais, non, peut-être que c'est moi, en fait, qui est... Et là, du coup, après, plus tard, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des personnes, souvent des empathiques, hein, qui vont se suradapter, qui vont avoir développé des dons de caméléon, mais qui vont être incapables, en fait, de définir leurs propres besoins.
qu'est-ce que je veux vraiment? Et là, on arrive à la problématique du consentement. Parce que comment je fais en fait pour pouvoir dire non, pour pouvoir dire oui, quand en fait, au point de départ, j'ai été complètement niée en fait dans ce que je ressens. Je ne sais pas ce que je ne sais, je ne fais plus confiance dans ce que je ressens, donc du coup, je ne peux pas l'exprimer. Et comme j'ai été habituée à quelque part privilégier le besoin de l'autre et que le besoin de l'autre et le besoin de, enfin, c'est mélangé en fait entre le désir de l'autre et le désir de moi. Moi, je l'ai vraiment vécu, hein. J'étais incapable en fait de faire la distinction, de séparer entre le désir de mes partenaires et mon désir. Pour moi, c'était la même chose. C'est super intéressant ce que tu dis quand tu parlais du fait que le parent renvoie souvent, ou dans certains cas, la faute à l'enfant. Ça me faisait penser à, je comprends pourquoi certaines personnes peuvent avoir tant de difficultés avec ce rapport à l'autorité, puisque l'autorité, ben, elle n'est pas responsable, donc dans le sens de, elle est irresponsable, qu'elle prend pas sa responsabilité dans la relation, et ce qui fait que, ben, après aussi, son rapport à l'autorité en général est complètement chamboulé, impacté par rapport à ça. Donc, c'est vraiment important ce que tu dis par rapport à ça. Et puis, bah, je vais continuer sur le consentement, puisque tu étais parti là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous partager ce que tu as pu remarquer au fil du temps en lien avec cette notion de consentement et sa définition, parce qu'elle n'est pas toujours claire pour tout le monde. Et puis, tu parlais de tes clientes. Comment est-ce que ça les impacte, tes clientes? Alors, moi, justement, les personnes que je reçoive, elles ont cette difficulté souvent encore une fois, de se respecter. Là, on touche vraiment à la dignité de la personne. Et le consentement, c'est vraiment en lien avec ça. C'est est-ce que tu es d'accord? Euh, mais il faudrait presque dire, est-ce que tu es consciente? En fait, c'est pas est-ce que tu es d'accord? C'est est-ce que tu es présente? Mais sauf que, encore une fois, par rapport à l'exemple que j'ai cité avant, souvent on n'est pas consciente qu'on n'est pas présente. Donc c'est là aussi où j'ai envie, plutôt que de définir qu'est-ce que c'est que le consentement, c'est plutôt de voir en fait nos relations, quelles qu'elles soient, et les relations amoureuses, elles sont vraiment un moyen de mieux nous connaître justement. Et moi je vois beaucoup de personnes qui portent beaucoup de honte à n'avoir pas su dire non. Et ça me semble vraiment important parce que de prendre conscience que au-delà de la honte, au contraire, c'est le début d'un moyen de mieux se connaître et de mieux se respecter. Et que si on commence justement à développer une part qui va être justement cette fameuse part d'autorité dont tu parlais tout à l'heure, l'autorité souvent que l'on rejette, parce que quand on a vécu en effet des parents qui nous imposent en fait leur point de vue et qui ne restent, qui ne, n'assument jamais leur responsabilité, eh bien, on va avoir du mal nous-mêmes, en fait, à faire preuve d'autorité. Et ça va être tout le défi, en fait, des personnes qui ont vécu ça. C'est comment, en fait, je vais travailler sur le yang, sur mon guerrier intérieur pour justement me protéger, ce que j'appelle moi la louve intérieure. La louve intérieure, elle est celle qui protège en fait le royaume. Mais pour protéger le royaume, il faut déjà aller à la rencontre de ce qu'il y a du trésor intérieur, de plus précieux. Je leur offre une énergie bien particulière qui leur permet de descendre en toute sécurité à l'intérieur d'elles-mêmes et d'aller revisiter des endroits de leur enfance où justement elles n'ont pas été respectées et où du coup moi je vais leur dire là non, ça c'était pas normal. Toi tu as dû considérer ça comme normal, ça parce que tu n'avais pas le choix et donc du coup si on t'a pas respecté, l'enfant à ce moment-là tu as cru que tu ne méritais pas de l'attention, que tu ne méritais pas de la sécurité. Mais ça, c'est faux.
Et au fur et à mesure, grâce aussi aux outils chamaniques et on travaille beaucoup avec les animaux totems. Moi, j'adore travailler avec l'énergie des animaux parce qu'on va justement réveiller cette louve. Et pour certaines personnes, ça peut durer assez longtemps parce que d'aller exprimer cette colère, de waouh, voilà, vraiment sortir ça parce que je n'ai pas été respectée. Et à ce moment-là, justement, l'enfant n'a pas pu se défendre. Donc on va vraiment travailler sur ces dimensions-là, se réapproprier non pas le caregiver qui est le soignant, parce que souvent les personnes elles ont appris ah bah oui à prendre soin de l'autre, ah bah ça ils savent faire, hein, le côté sauveuse, elles sont à donf, hein. Non, c'est ok, prends soin de toi d'abord et puis développe ton côté, ta louve intérieure. Et là, à partir du moment où tu as retrouvé, tu as refait un juste équilibre à l'intérieur de toi, alors oui, tu vas pouvoir vivre une relation parce que à ce moment-là, tu sauras mettre de la clarté sur ce qui appartient à l'autre, ce qui appartient à toi. Tu sauras poser des limites, tu sauras lui dire, écoute, non, ça c'est plus possible, ça. Non, non, tu me parles pas comme ça. Et je crois vraiment que nous, les femmes, on a à faire ce chemin-là. Le but du jeu, pour moi, c'est de voir les traumas, encore une fois, comme une opportunité d'aller de ce chemin de guérison à l'intérieur pour justement apaiser en fait nos relations extérieures. Carole, dans ce que tu viens de dire, tu as nommé quelque chose d'intéressant, c'est ce lien à cette louve intérieure avec et au travers de la colère authentique. Cette colère authentique, j'imagine qu'elle n'a rien à voir avec la colère violente, l'agressivité, celle qui est souvent stigmatisée de ah, c'est pas bien de se mettre en colère. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Et aussi, comment est-ce que cette gardienne de nos limites, donc cette louve intérieure via la colère authentique, peut impacter notre énergie vitale, qui n'est autre, au final, que notre énergie sexuelle. Et je pense que c'est un sujet vraiment important à aller voir, surtout dans le cadre du consentement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Carole, s'il te plaît? Oui, et déjà, il faut bien comprendre que les émotions, ça vient de émover, ça veut dire bouger, ça veut dire, ça parle déjà de mouvement. Et c'est l'expression même du vivant. Et la colère, elle fait partie de ce vivant. Les animaux se mettent en colère pour protéger, pour se protéger. Et la colère, chaque émotion a un, elle raconte quelque chose, elle dit quelque chose, elle a un message. La colère, en fait, il y a 3 degrés, en fait, dans la colère authentique. La première, c'est de dire non merci. C'est un premier stop. Ça montre déjà, c'est la première limite. Si ensuite, on sent que la personne continue à insister et que la colère, quand elle commence à monter, elle veut dire elle signale que quelqu'un met à mal une de tes valeurs fondamentales. Donc ça parle d'intégrité. C'est pour ça que c'est super important et que c'est très lié justement à cette question de consentement. Et en dernier lieu, quand elle devient un peu justement hystérique, ou voilà qu'on commence à exploser, c'est que quelqu'un cherche à prendre du pouvoir sur toi. Ça, c'est les 3 degrés en fait, les 3 significations en fait de la colère. Donc, elle est très importante oui, pour notre intégrité, pour notre identité. Elle parle vraiment de je suis. Et si toi, tu ne me respectes pas, alors la colère, elle vient pour poser des limites. Et quand tu dis ça, ça me fait penser à quelque chose parce que on aurait plus tendance actuellement de nos jours, vu qu'on certaines personnes ne connaissent pas leurs limites ou ne connaissent pas forcément leurs valeurs, elles vont peut-être passer, tu me diras si c'est juste ou pas, du stade directement au stade de la colère, comme tu dis, hystérique, puisque les deux paliers précédents sont pas vraiment
connu ou ressenti. Est-ce que tu peux Ouais. remarquer Ah, ça? ouais, j'ai plein de frissons quand tu dis ça, c'est tout à fait juste. La colère, il faut bien comprendre aussi, quand on se réfère aux éléments, c'est l'élément feu. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. Et la grande problématique, justement, et qui est un traumatisme, c'est que beaucoup de parents n'ont pas su entendre, en fait, le nom d'un enfant, n'ont pas respecté les limites de l'enfant. Quand un enfant dit non, on lui dit va dans ta chambre, tout court, voilà, tout ce genre d'injonctions où les parents qui étaient eux-mêmes privés, qui n'ont pas eu cette éducation émotionnelle, ont reproduit en fait cet abus d'autorité, une autorité, ouais, vraiment une éducation à l'ancienne, hein, je te fous dehors, je te fous de baffe, et puis c'est pour ton bien en plus, Mhm, mhm. c'est que bah, l'enfant n'a pas d'autre choix que de ravaler j'allais dire la couleuvre, tu vois, c'est vraiment ça, la colère. Et donc du coup, on nous apprend, les parents, mais aussi les éducateurs, les enseignants, ont été, enfin, avaient ce même modèle-là, très autoritaire, très strict, qui a quelque part amené, obligé le cerveau à refouler la colère et à devenir un gentil, une soumise, et surtout les petites filles. Les petites filles, voilà, nous, on nous a bien appris d'être gentilles, de faire plaisir. C'est le modèle de l'éducation qu'on a reçu. Bah, fais plaisir à maman, fais plaisir à papa, te mets pas en colère, mais ne pense pas à toi. Mhm. Ouais. Oui, et ça me fait, là, je pense à cet amour conditionnel comme on le présente aux enfants, c'est si tu fais ça, ben, je te ferai un gros câlin. Par contre, ce que tu disais, si tu montres quelque chose qui me plaît pas en tant que parent, ben, tu vas dans ta chambre, je t'aime plus. C'est ça. Mm, Et comme l'enfant, lui, il est vraiment câblé pour faire plaisir, mm. pour apporter de l'amour, bah, il est prêt à se sacrifier. Ouais, ouais. C'est fou, hein, c'est toutes ces injonctions qui sont transmises de manière complètement inconsciente C'est ça. et depuis des générations et des générations. Et heureusement qu'il y a des personnes qui commencent à en parler et puis que d'autres personnes commencent à travailler ou à faire des introspections pour aller améliorer tout ça. Mais c'est assez incroyable quand même. Ouais, ouais, c'est incroyable comment tout ça est ancré et malheureusement, il faut passer par un certain nombre d'événements douloureux pour amener, en tous les cas, moi, ça a été mon chemin, pour m'amener à un moment donné de dire, attends, il y a un truc là que je comprends pas, qui se joue malgré moi. Et à partir du moment où j'ai découvert cette théorie de l'attachement de John Bowlby, enfin, j'ai vraiment l'impression, et aujourd'hui, aux États-Unis notamment, mais ils ne parlent que de ça. C'est le principal traumatisme qui touche 50% de la population, et encore, je pense que c'est des chiffres plutôt minimalistes, mais qui touche au moins 50% de la population, c'est la problématique de l'attachement. C'est le fait de ne pas avoir été aimé, exactement comme tu le dis, de manière inconditionnelle. Le fait de ne pas avoir eu souvent quand même la maman qui était là quand tu avais besoin, qui n'était pas à l'écoute en fait de tes besoins, qui t'a dévalorisé, qui t'a ouais, donné des injonctions, crié dessus. Tout ça va avoir des énormes conséquences et c'est ça qui fait que on a des burn-out, on est anxieux et qu'on a des problèmes dans nos relations, sexuellement ou autres. Mhm. Eh ben, parlons-en de cette énergie vitale là qui vient vraiment s'éteindre à petit feu à partir du moment où nous-mêmes on éteint cette essence, cet élan de vie, comme tu dis, et comment est-ce que ça vient impacter l'énergie sexuelle aussi. En quoi est-ce que
ces deux énergies, donc l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, en quoi est-ce qu'elles sont intrinsèquement liées et de quelle manière est-ce que cette colère authentique impacte ces énergies, même si on en a un petit peu parlé là juste avant, est-ce que tu peux préciser? Oui, il y a un autre élément que j'aimerais introduire et qui peut peut-être aider. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui connaissent le Human Design, qui est un outil de connaissance de soi et qui permet de connaître aussi son autorité. Euh, Comment tu prends enfin, quel est le moteur quelque part de ta prise de décision. Et alors là non plus, j'ai pas vraiment les statistiques, mais je crois qu'il y a à peu près, pareil, je crois, enfin, une grosse majorité de gens qui ont une autorité sacrale. Le sacral, c'est vraiment le chakra sacré en fait, et qui parle déjà de voilà d'énergie vitale. Et donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Si un enfant qui a ce sacral qui dit oui et que on apprend à l'enfant de réfréner en fait ce sacral, en gros, on dérègle complètement la façon justement de prendre des décisions. Et si on en revient à ce parallèle entre l'énergie vitale et l'énergie sexuelle, toi, tu fais quoi comme parallèle par rapport à ça, Carole? C'est le même espace. Le sexe, c'est l'énergie vitale. C'est exactement la même chose. C'est le chi c'est cette oui cette pulsion de vie, cette flamme dans la tradition chinoise et tout le vivant part de là en fait. Et ça part aussi au-dessous, il y a le côté, le chakra racine, qui parle justement de sécurité. Donc, tant que tu n'es pas en sécurité, tu ne peux pas avoir une sexualité complètement épanouie. Mhm. Mhm. C'est pour ça que la notion de consentement, c'est un beau principe, mais encore faut-il, comme tu disais tout à l'heure, être conscient que d'avoir une suffisamment conscience du corps pour pouvoir sentir que la personne, elle est en train de faire quelque chose qui ne me convient pas. Et c'est là justement on est amené à faire des choses, même sexuellement, hein, à dire oui. Parce que bah, si j'ai été habituée dans ma relation au masculin, et donc moi je fais partie de cette première génération qui est là justement pour dire non, stop. Mais c'est un apprentissage. On ouvre des voies et c'est pas, ouais, on apprend. Puis là où j'ai envie de rebondir par rapport à ce que tu dis en lien avec la sexualité et là où on aurait tendance en tant que femme à dire oui alors qu'au fond on n'a pas forcément envie. Il y a quand même tout ce qu'on voit autour de nous, maintenant encore plus les jeunes filles avec les réseaux sociaux, il y a la pornographie qui met cette image de l'homme en dominant, la femme dominée, et puis une forme de normalité dans cette façon d'être pour la femme, de dire oui. Puis peut-être même que pour certaines, il y a une peur je parle des jeunes filles par exemple, une peur de pas appartenir, de pas être acceptée dans un groupe si elles disent non, ou quand elles disent non, bah, elles sont directement taguées de frigides, et puis, enfin, Oui, oui, il y a tout ça. Et puis à la fois, il y a justement cette pulsion qui a été réfrénée enfant, qui demande à s'exprimer, à tellement désirer être désiré, parce que si le père a refoulé l'enfant, on va prendre l'extrême, un père qui rejette sa fille. Bah, il y a déjà un désir, enfin, un besoin de l'enfant de se sentir désiré par le père, parce que ça, c'est aussi, ça fait partie aussi de la construction du soi chez l'enfant. Elle a besoin d'être reconnue, d'être valorisée en fait par le père. Si elle n'a pas eu ça, donc du coup il n'y a pas eu d'Oedipe. Donc naturellement, là encore, hein, de manière très archaïque, il y a un mécanisme qui va se faire au niveau hormonal qui va faire que la jeune fille va
mettre tout en place pour se rendre désirable, pour attirer des hommes, parce que voilà, on comprend bien comment ça marche, hein, les hommes ont quand même un côté un peu animal, et puis la femme, elle a un besoin de procréer à la base, hein. Alors même si quand on a 18 ans, on pense pas à ça, mais c'est à l'intérieur de nous quand même. C'est quand même, encore une fois, c'est des fonctionnements assez archaïques. Eh bien, voilà, la jeune femme va se mettre en posture, voilà, d'être désirée et va faire comme si vraiment elle était prête à tout en fait. Et va s'ouvrir à tous les désirs de l'homme. Et là encore, va apprendre à nier ce dont elle a vraiment besoin. Elle va se mettre en posture d'objet. Et le risque, c'est que pendant l'acte, il y ait un moment donné, alors soit elle est complètement inconsciente, parce qu'il peut y avoir, et c'est souvent le cas, du coup une espèce de dissociation qui fait que waouh, elle est un peu emmenée dans justement cette énergie sexuelle, etc. Mais après coup, bah, c'est compliqué de s'accueillir là-dedans. Elle se rend compte que finalement, elle ne s'est pas respectée. Il y a toujours une part de conscience qui est quand même un peu là. Et alors, une fois, ça peut le faire, mais plus on va le faire, plus du coup, il va y avoir un espèce de dégoût, quoi. Et je rencontre, enfin, j'accompagne quand même pas mal de femmes qui ont été violées. Et ça, c'est pareil. Une femme qui a été violée ou même a touché dans l'enfance, eh bien, de manière là aussi compulsive et inconsciente, son inconscient va chercher à rejouer justement le traumatisme pour en avoir conscience déjà, et puis pour à un moment donné dire stop. Mais tant que la conscience n'est pas là, elle se voit faire des trucs dont elle a honte. Et là, c'est là où elle comprend pas. Elle se dit, mais j'arrive à faire un truc comme ça? Et elle se dégoûte. Et ça a des grosses conséquences sur l'estime de soi, la valeur de soi, qui peut avoir de gros dégâts, quoi. Ce qui voudrait dire, alors si je comprends bien, c'est que si une femme, à la base, elle a continué de garder le contact avec cette colère authentique ou qu'elle a pu la recontacter d'une certaine manière, euh, elle sera aussi plus à l'aise avec sa sexualité parce que elle fait ce qu'elle a vraiment envie, elle sait où se trouvent ses limites. Si il y a une limite, c'est là, on va pas plus loin. Mais elle va pas aller au-delà de la limite et puis à ce moment-là culpabiliser ou avoir honte. Exactement. C'est-à-dire que la colère authentique, elle permet, euh, elle permet déjà de revenir dans le corps et de pouvoir être très consciente. C'est vraiment, c'est la part protectrice. Donc, quand on a contacté et quand on a réappris à exprimer une colère authentique qui peut être simplement, et au départ, c'est ça, c'est non, là non. Et puis si l'autre insiste, c'est là non. Tu m'as entendu? Et puis si l'autre insiste, mais c'est très compliqué parce que, comme on en a parlé avec le gaslighting, euh, en face, souvent, l'autre va utiliser des mécanismes justement de manipulation pour déjouer. Et donc, c'est vraiment un apprentissage de non, non, je reste chez moi et je fais valoir ce que je veux. Et quand elle a commencé quand elle est rassurée, alors du coup, elle peut être en sécurité parce qu'elle sait qu'à tout moment, il y a cette part qui est consciente et qui saura identifier qu'il y a un danger. Mais ce qui est très insécure et qui ne permet pas une sexualité épanouie, c'est que justement, quand on n'est pas conscient et qu'on se dissocie et que bah là, on est un peu en mode hypervigilant, on est obligé en fait. Et à la fois, c'est complètement contre-productif parce que et on joue des rôles. Enfin, c'est là où ça devient un peu merdique, quoi. Mhm. N'ayons pas peur des mots. Non. Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Et Carole, quel est ton message universel, si tu as envie de donner un message universel que je mets entre guillemets, hein,
que tu aurais envie de donner aux auditrices, aux auditeurs du podcast? De prendre soin de soi et de privilégier en effet cet amour de soi, de revenir à soi, d'apprendre à s'aimer de manière inconditionnelle, de ne pas attendre que telle et telle condition soit réunie. Le bonheur, c'est maintenant, mais ça dépend de rien en fait. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai appris en perdant tout hein, aussi. Ça n'a pas été simple, mais finalement, ça a été un cadeau du ciel de me rendre compte que même si je perds tout, en fait, c'est là où je me rends compte, mais j'ai tout et que j'ai besoin de pas grand-chose. Et que le plus précieux, c'est les relations, de choisir justement ces relations. Si, si tu as une relation où tu sens dans ton corps que c'est disharmonieux, que ça fait des interférences, que ça te fait poser des tas de questions, arrête. Si tu doutes, ne doute plus. Je mettrai tous tes liens dans la description de cet épisode pour que les auditeurs, auditrices qui souhaitent aller faire ces introspections avec toi puissent te retrouver. Ben, ça serait un grand plaisir. En tout cas, merci vraiment beaucoup, Carole, d'être venue parler de cette colère, d'avoir permis, j'espère en tout cas, de lui redonner ses lettres de noblesse à cette colère et d'avoir peut-être permis de faire ce lien entre cette énergie vitale, le fait d'être soi, de s'autoriser plein de choses, notamment le plaisir d'être soi, de prendre sa place. Ouais, et se réapproprier son côté sauvage. Grrr. Ah, Ah. merci. Merci beaucoup, Céline. C'est un plaisir. Et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!